À la une de l'actualité sur France 24, le centre du Mexique et sa capitale touchée par un puissant séisme de magnitude 7,1. Selon le gouvernement, il y aurait au moins 139 morts. Une trentaine de bâtiments se sont également effondrés dans les rues de la capitale mexicaine. Dans cette édition, le point sur place avec notre correspondante Laurence Cuvillier. 2 morts et 2 disparus en Guadeloupe après le passage de Maria. Les autorités préviennent, ces habitants doivent à tout prix rester chez eux. L'ouragan de catégorie 5 a également semé la désolation sur l'île de la Dominique, désormais totalement dévastée. L'Assemblée générale des Nations Unies à New York, une première pour Donald Trump et Emmanuel Macron, qui se sont tous deux exprimés à la tribune de Marbre Vert ce mardi. D'un côté, le multilatéralisme d'Emmanuel Macron, de l'autre, l'Amérique d'abord de Donald Trump, deux discours bien différents, vous le verrez. Voilà pour les titres, bonjour, soyez les bienvenus sur France 24. Le 19 septembre est donc un jour noir pour le Mexique. 32 ans, jour pour jour, après le séisme qui a fait 10 000 morts, la capitale Mexico a été le théâtre d'un puissant tremblement de terre ce mardi. De magnitude 7,1, il a été ressenti à plusieurs centaines de kilomètres de son épicentre. Selon un bilan encore provisoire fourni par le gouvernement, il y aurait au moins 139 morts. Ashren Verdian. Ces images amateurs témoignent de la violence du séisme. Une trentaine d'immeubles de la capitale s'est ainsi effondrée selon les autorités. Dès les premières secousses, la population de Mexico, habituée aux tremblements de terre, s'est précipitée dans la rue et n'a pu que constater l'ampleur des dégâts. C'est horrible, horrible, vraiment horrible. C'est vraiment terrifiant. Je pense même que ça a dépassé la violence du séisme du 7 septembre. L'épicentre du séisme a été localisé près d'un village de l'État de Puebla, à 120 km environ de la capitale. À Mexico, une partie de la population a été prise de panique, des incendies s'étant par ailleurs déclarés dans plusieurs immeubles. Dans certains endroits, les habitants ont uni leurs forces pour venir en aide aux victimes et dégager les rues en attendant les secours. Nous essayons de mettre les voitures sur le côté de la rue pour permettre aux pompiers et aux ambulances de passer, pour qu'ils puissent porter secours aux gens. Plusieurs institutions comme l'aéroport international de Mexico ont suspendu leur activité et les écoles de la capitale et de l'État de Puebla ont été immédiatement fermées. Hasard de l'histoire, ce tremblement de terre intervient quelques heures après des exercices antisismiques qui se sont déroulés dans l'ensemble du pays et 32 ans jour pour jour après le terrible tremblement de terre de 1985. Il avait fait plus de 10 000 morts. Et on continue à parler de ce séisme avec notre correspondante dans le pays, Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence, vous êtes actuellement à Mexico où petit à petit l'entraide s'organise parmi la population. Oui, la nuit est tombée à Mexico et c'est vraiment la ville comme nous ne l'avions jamais vu. Il n'y a plus d'électricité dans le quartier de la Roma Norte où je me trouve en ce moment. Et les seules lumières qui sont visibles, ce sont les sirènes des ambulances, les sirènes des voitures de police. Des milliers et des casques des sauveteurs, des centaines de sauveteurs improvisés qui sont descendus dans les rues pour dégager les décombres, pour essayer de trouver de sauver des vies, de trouver des victimes. Il faut savoir aussi que tout cela s'est organisé complètement spontanément. La police et l'armée encadrent la répartition des secours. Et le danger, c'est que comme de très nombreux édifices ont été gravement endommagés, il y a encore des pans de murs qui s'effondrent à l'heure qu'il est. Je viens de parler à un militaire qui nous a indiqué qu'un autre édifice venait de s'effondrer il y a à peine ici dans le centre de Mexico. Beaucoup de bâtiments sont pour l'instant inhabitables et donc beaucoup d'habitants pensent passer la nuit dehors pour éviter les répliques ou pour éviter des effondrements de ces bâtiments endommagés. Laurence Cuvillier en direct de Mexico. Merci beaucoup Laurence pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien sûr dans nos prochaines éditions.
Ces rafales de vent atteignent les 280 km/h. Ouragan de catégorie 5, la plus puissante, Maria, a déjà totalement dévasté la Dominique. Il doit désormais passer au large de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, méconnaissable, vous le savez, depuis le passage d'Irma. En Guadeloupe, au moins 2 personnes sont mortes, 2 autres sont portées disparues. Les habitants sont appelés à ne pas sortir de chez eux. Le point sur la situation avec Maryse Burgot. Certaines rues de Pointe-à-Pitre totalement inondées. Des pierres au beau milieu des avenues de Basse-Terre, plus au sud, et partout des dizaines d'arbres arrachés. La Guadeloupe redoutait le pire après le passage de l'ouragan Maria. Elle déplore un mort, une personne sortie dans la tempête malgré les consignes de confinement. Les dégâts matériels sont parfois impressionnants. Cette habitante du Gosier, près de Pointe-à-Pitre, est désemparée. Il n'y a pas de c'est plus rien. Je suis de la merde. L'ouragan oscillait entre la catégorie 4 et 5 quand il a frôlé la Guadeloupe. Les habitants n'oublieront jamais ce son au beau milieu de la nuit. De sa fenêtre, une habitante filme l'affaissement d'un cabanon. Confinés dans leur maison, les enfants comme les adultes sont effrayés. En direct du jardin. On n'a plus d'électricité. Là, il est minuit. On est à 1h, 2h du plein passage de l'ouragan. Là, ça commence vraiment à être chaud. 40% des foyers de Guadeloupe sont toujours privés d'électricité. Les pompiers sont évidemment mobilisés. On aille voir dans les zones littorales où on a des concentrations de population pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème avec ces populations et que tout le monde va bien. Pour l'instant, 2 personnes sont toujours portées disparues. La Guadeloupe n'est pas près d'oublier ces images de chiens errants bousculés par les vagues. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte à New York. L'occasion pour les dirigeants de la planète d'afficher leurs ambitions sur la scène internationale. Très attendu, Emmanuel Macron a mis l'accent sur le multilatéralisme. Parmi les autres grands thèmes abordés ce mardi, l'accord de Paris sur le climat qui ne sera pas renégocié. On écoute le président français. Mon pays, devant cette Assemblée, avait promis un accord universel à Paris. Il a été obtenu et signé dans cette salle. Cet accord ne sera pas renégocié. Il pourra être enrichi de nouvelles contributions, de nouveaux apports, mais nous ne reculerons pas. Je respecte profondément la décision des États-Unis et la porte leur sera toujours ouverte. Mais nous continuerons avec tous les gouvernements, avec les collectivités locales, les villes, les entreprises, les ONG, les citoyens du monde, à mettre en œuvre l'accord de Paris. Lui aussi prononçait son premier discours à la tribune de l'ONU. Sans surprise, Donald Trump a évoqué les grands dossiers du moment, la Corée du Nord bien sûr, mais aussi le nucléaire iranien, sans oublier la crise au Venezuela. Le président américain s'est également adressé à ses compatriotes avec toujours le même message, l'Amérique d'abord. On écoute Donald Trump. En tant que président des États-Unis, je placerai toujours l'Amérique d'abord. Tout comme vous, en tant que dirigeant, placerez toujours et devrez toujours placer vos pays d'abord. Un discours de Donald Trump que vous avez pu suivre en direct sur France 24 à la rhétorique guerrière assumée. Bien qu'offensif, le président américain semble pourtant avoir toujours autant de mal à faire l'unanimité, et ce, au sein de son camp républicain. À Washington, les précisions de notre correspondant Gallagher Fenwick. Les réactions ici à Washington DC au discours onusien de Donald Trump s'inscrivent le long des lignes partisanes habituelles. Même si force est de constater qu'on ne se presse pas véritablement du côté républicain pour applaudir la rhétorique du locataire de la Maison-Blanche. Il y a bien des commentateurs conservateurs qui applaudissent, qui saluent la fermeté du président américain qui a passé en revue avec efficacité, selon eux, les thématiques du moment qui comptent et qui permettent d'établir clairement les cassures entre son administration et celle de son prédécesseur Barack Obama. En revanche, du côté démocrate,
On dénonce clairement la rhétorique guerrière de Donald Trump, notamment lorsque ce dernier promet la destruction totale de la Corée du Nord. Cela est jugé parfaitement irresponsable, notamment par la sénatrice de Californie, Dianne Feinstein, qui dénonce un discours guerrier prononcé dans une salle qui doit normalement servir à promouvoir la paix. Pareillement, il y a un autre démocrate qui, pour sa part, affirme que la destruction de la Corée du Nord entraînerait la mort de millions de Coréens, dont beaucoup d'innocents, mais des Américains aussi. Et autre moment fort de cette Assemblée générale des Nations Unies, le discours de Recep Tayyip Erdogan à New York. Le président turc a appelé à l'annulation du référendum pour l'indépendance du Kurdistan irakien. Rejeté par la quasi-totalité de la communauté internationale, ce scrutin est prévu pour le 25 septembre prochain. On écoute le chef de l'État turc. Il faut éviter les mesures telles que les appels à l'indépendance qui peuvent être moteurs de nouvelles crises et de nouveaux conflits dans la région. Je lance un appel au gouvernement régional kurde pour qu'il mette fin à l'initiative lancée dans cette direction. Les Nations Unies qui tirent la sonnette d'alarme au Bangladesh, dépassé par l'afflux des Rohingyas. Le pays va recevoir une première aide de 30 millions d'euros. Elle devrait augmenter ces prochains mois. Sur le terrain, vous allez le voir, les distributions de vêtements, d'eau et de nourriture sont souvent chaotiques. Reportage signé Constantin Simon, Mandakini Galotte et Maïssa Awad. Aux abords du camp de Kutupalong, c'est la loi du plus fort. C'est à moi! Donne-le-moi! Non, c'est à moi. C'est à moi. Je l'ai attrapé en premier. Éloignez-vous du camion! Ils ont fui la Birmanie, ils n'ont plus rien. Et ils veulent que le monde sache les horreurs qu'ils ont vécues. Ils ont égorgé mon mari et lui ont tiré dessus. Ils ont attrapé mon bébé, je le tenais sur la poitrine et ils l'ont brûlé. Cette femme doit nourrir les 3 enfants qu'il lui reste. Alors, comme tous les réfugiés, elle attend les camions. Mes enfants sont affamés. S'il vous plaît, aidez-moi. Chacun attrape ce qu'il peut, mais elle reste en retrait. Ce soir, elle va rentrer les mains vides au camp de réfugiés. Autre problème pour ces Rohingyas, le manque de médicaments. Quel est votre problème? J'ai des problèmes gastriques. Autre chose? Non. Prends ça 2 fois par jour. Ahmed, un jeune docteur bangladais, a décidé de leur venir en aide. Avec mes amis et ma famille, on a fait une collecte d'argent pour acheter ces médicaments. Et puis je suis venu ici faire des consultations. Éviter le chaos est devenu l'une des priorités du gouvernement. Dans ce camp, les réfugiés font la queue. Une scène de plus en plus fréquente au Bangladesh. Les secours s'organisent. Les autorités bangladaises facilitent le travail des organisations humanitaires qui sont chaque jour plus nombreuses. Direction à présent l'Espagne où le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les séparatistes de Catalogne. Des affrontements ont éclaté à Barcelone ce mardi entre policiers et indépendantistes. En parallèle de ces heurts, la justice interroge une quarantaine de maires catalans. Ils doivent s'expliquer sur leur participation à l'organisation du référendum d'autodétermination prévu pour le 1er octobre prochain. Ce scrutin est jugé, je vous le rappelle, illégal par le gouvernement central de Madrid. 2 200 000 € récoltés pour venir en aide aux habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'est officiel, le grand concert Ensemble pour les Antilles organisé ce mardi soir au Casino de Paris devrait bien permettre d'accélérer la reconstruction sur place. Des chanteurs, des comédiens mais aussi des sportifs à l'honneur bien sûr de la musique antillaise. Un spectacle de près de 2 heures ouvert par Laurent Foulzy et son célèbre Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. On écoute tout de suite l'ancien boxeur parmi la foule, Jean-Marc Mormec. Je leur apporter mon soutien et puis dire aux gens de merci pour toutes les associations, pour tous les bénévoles qu'ils ont aidés et qui aident encore. Et merci pour tous ces offres de dons pour les autres mères parce qu'ils en ont besoin. Alors merci pour eux.
Voilà pour cette initiative. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information revient dans 15 minutes sur France 24. À tout à l'heure.